Bonsoir à toutes et toutes. Bienvenue à cette nouvelle conférence des terrains innovants qui va parler pédagogie, des différenciations pédagogiques. Pédagogie vaut mieux, c'est un peu notre cheval de bataille. Aujourd'hui, on va parler de la méthode Teach at the Right Level que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps pour ma part. Enseigner au bon niveau. On aura plusieurs témoins qui viennent d'Afrique, de Côte d'Ivoire et du Sénégal. On a Amos Dembélé, qui est directeur pays de Teach at the Right Level en Côte d'Ivoire. Bonjour Amos. Bonjour, Lilia. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. On a Eladji Sambagaye, qui est inspecteur de l'enseignement élémentaire au Sénégal. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et on a Fatih Baidi Touré. Je ne sais pas si elle est arrivée. Oui, oui, bonjour, je suis arrivé. Merci Oh, pardon, monsieur, pardon, j'ai dit elle. Et je vous présente mes excuses. Hein. Non, il n'y a pas de souci, c'est parfait. On commence à... Je m'étais en train de conduire. Merci à vous. On commence à peine. Donc, vous êtes membre de la cellule de planification et de suivi d'évaluation de la direction de l'enseignement élémentaire du ministère de l'Éducation nationale au Sénégal. Donc, Sénégal, Côte d'Ivoire, ou dans ces pays où le Teach at the Right Level est une méthode bien ancrée. Donc, tous les trois, vous témoignerez de vos pratiques, de votre pratique et de ce qu'est cette méthode qui, pour le coup, je ne pense pas être la seule à ne pas connaître. Hein. Vous me direz dans les participants et les participantes. Ensuite, on a François Boucher. Bonjour François. Qui était là, je suis sûre. Bonjour à tous. Bonjour. Qu'on a déjà vu lors d'une conférence des terrains innovants, qui lui parlera du clustering, et on verra dans MIA, et on verra comment finalement toutes ces méthodes, c'est de la différenciation pédagogique, et que l'enjeu, bien entendu, est d'accompagner au mieux tous nos élèves. Voilà. Alors, qui commence? Est-ce que Amos Dembélé, vous pouvez commencer? Oui, bien sûr, Lilia, et si ça ne vous dérange pas, on peut se tutoyer. Hein. Je pense que le français est plus simple. Avec quand plaisir. on se tutoie. Vas-y. En tout cas, merci beaucoup. Je suis Amos Dembélé, directeur pays TAL Africa, Côte d'Ivoire. C'est vraiment un plaisir pour moi de représenter TAL Africa, qui est l'organisation qui met en œuvre le Teaching at the Right Level en Afrique. Et parce que TAL aussi, comme approche, est mise en œuvre en Inde. D'ailleurs, c'est là où l'approche a été développée à la base. Donc, je vais un peu parler d'abord de l'historique de TAL, Teaching at the Right Level, en tant qu'approche, et aussi parler un peu de TAL Africa comme organisation, et terminer par parler de l'approche TAL telle qu'elle est mise en œuvre en Côte d'Ivoire, que nous appelons ici PEC, donc Programme d'enseignement ciblé, et terminer un peu pour donner quelques résultats, quelques effets, et surtout le positionnement du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de Côte d'Ivoire par rapport à cette approche-là, comme approche de rémédiation privilégiée en Côte d'Ivoire. Et donc, l'historique de TAL Africa, ça remonte depuis 2001. C'est entre 2001 et 2003 que des bénévoles de Pratham qui est une ONG très, très reconnue en matière d'éducation en Inde. Donc, ce sont des bénévoles qui ont fait un programme de rémédiation dans des écoles urbaines. Et c'est vraiment à partir de là qu'on peut dire que l'approche TAL est née. Et un peu plus tard, il y a eu entre 2005 et 2006 cette activité qui a été développée par ces volontaires dans des milieux urbains a été mise en œuvre dans des écoles rurales. C'était pour voir un peu comment est-ce que ça fonctionne dans des milieux urbains comparé aux milieux ruraux. Et un peu plus tard, on a constaté quand même que c'est une approche évolutive.
qu'il y ait des changements, des mises en œuvre. À la fin de chaque année, on constate qu'il y a des apprentissages, des augmentations, on constate des leçons apprises et puis on voit comment les intégrer. Donc, c'est vraiment tout un processus évolutif dont l'approche a subi, et tout un processus d'expérimentation et d'ajustement, parce qu'à chaque année, à la fin de chaque année, il y avait des ajustements à faire. Et donc, entre 2012 jusqu'à 2014, on a constaté qu'il y avait encore ces évolutions, toujours au niveau des Pratam. À partir de 2008 jusqu'en 2010, c'était aussi comment travailler avec les enseignants des écoles publiques avec le soutien des bénévoles des villages. Donc, vous voyez, il y a eu toute une combinaison entre privé, public, communautaire, rural, et c'est tout ce qui a permis à ce que, à partir de 2016, l'histoire commence en Afrique, où le premier pilote du programme TAL a commencé en Zambie en 2016. Et à partir de 2022, le programme est déployé actuellement, a été déployé dans environ 3000 écoles. Et de même, après la Zambie, à partir de 2018, il y a eu le démarrage du TARL, que nous appelons le PEC ici en Côte d'Ivoire. Alors, le PEC, le PEC, ça veut dire quoi, le sigle? Le PEC, c'est Programme d'enseignement ciblé, PEC. Donc, souvent, quand je vais dire TARL, il faut entendre par PEC, ou quand je dis PEC, il faut entendre par TARL. Donc, le TARL est appelé PEC en Côte d'Ivoire. Et ça, c'était en 2018. Et aussi, la même année, en 2018, il y a eu aussi des expérimentations au Nigeria pour commencer des pilotages. Donc, voilà un peu l'historique de TARL de l'Inde vers l'Afrique. Donc, c'est une approche développée en Inde et qui a été évaluée, des évaluations randomisées pendant plus de 6 fois, d'une structure spécialisée en évaluation des apprentissages, JPAL, qui est rattaché à MIT, l'Institut technologique de Massachusetts. Cette structure, JPAL, a évalué l'approche TAL mise en œuvre par Pratam pendant plus de 5 fois. Et chaque fois, les résultats ont été probants. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles l'Afrique, qui, bien entendu, on peut le dire, toujours en train de gérer des crises d'apprentissage, mais déjà depuis 2016-2018, était parti en Inde pour pouvoir bénéficier de cette expérimentation et commencer à la mettre en œuvre en Côte d'Ivoire. Donc, en fait, l'esprit de TARL, c'est vraiment l'école pour tous vers l'apprentissage pour tous. On fait une sorte d'éducation comparée entre les systèmes habituels et le teaching at the right level. Quand on prend par exemple les objectifs, dans les systèmes habituels, les objectifs, c'est d'achever vraiment le programme scolaire. Alors que avec teaching at the right level, l'objectif, c'est de garantir à tous les élèves les compétences fondamentales de base en mathématiques et en lecture. La même chose quand on regarde la formation et le suivi. Dans le système habituel, on voit que c'est peu de suivi des enseignants après la formation initiale. Alors qu'avec TAL, il s'agit de former les enseignants et de fournir un suivi et un encadrement continu grâce à un mentorat de proximité. La même chose, le regroupement des élèves. Les enfants sont regroupés par classe. Alors qu'à TAL, les enfants sont regroupés selon le niveau réel de l'enfant. Et en fonction de son niveau réel, on leur donne des matériels ou des activités spécifiques au niveau de l'enfant. D'où même l'idée ou l'appellation teaching at the right level, enseigner au bon moment, au programme d'enseignement ciblé. On regarde encore les systèmes habituels, la conduite des activités et la gestion de la classe. On voit que l'enseignement est axé sur le programme scolaire ou axé sur les cours magistraux. Alors qu'avec TAR, les activités sont vraiment adaptées au niveau des élèves. Et pour terminer, l'évaluation et le suivi des enfants, on voit que c'est une évaluation papier, stylo, une évaluation collective, évaluée du début d'une phase et à la fin. Mais avec Teaching at the Right Level, il y a 3 niveaux d'évaluation. Il y a l'évaluation
du début, l'évaluation du milieu et l'évaluation de fin. Et à l'intérieur de chacune de ces évaluations, il y a les évaluations orales simples, il y a les évaluations périodiques, il y a les évaluations individuelles rapides. Tout ça pour permettre de jauger régulièrement le niveau réel de l'enfant et de pouvoir adapter les matériels qu'on lui donne pour apprendre ou de pouvoir adapter les techniques qu'on devrait mettre à sa disposition. Comment tout ça, ça se passe dans une situation de classe? Quand on vient au niveau de l'école, TARL commence toujours par une évaluation systématique de tous les enfants qui bénéficient du programme, et cela de la 3e année à la 6e année du primaire. Donc, dans le cas de la Côte d'Ivoire, on parle plutôt de CP1, CP2. Je suis désolée, Amos, il va falloir être un peu plus, je suis désolée, synthétique, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui doit parler après vous. D'accord, très bien. Je suis désolée, je déteste faire ça, mais voilà, je suis le maître du temps. D'accord. Donc, combien de temps me reste? Idéalement, 5 minutes max. 5 minutes. OK. Alors, au niveau de l'école, il faut dire que l'évaluation commence par une évaluation systématique du niveau des enfants qu'on appelle l'évaluation ASER, le test ASER. Donc, les enfants qui bénéficient du programme de la 3e année à la 6e année, systématiquement passent une évaluation individuellement. Et cette évaluation va leur permettre de savoir leur niveau en termes, est-ce qu'ils sont au niveau débutant lettres, est-ce qu'ils sont au niveau mot paragraphe, est-ce qu'ils sont au niveau histoire. Et ça, en mathématiques et en lecture. Et après l'évaluation, les enfants sont regroupés dans des groupes ou des sous-groupes. Donc, il y a des groupes débutants lettres, des groupes mots paragraphes et des groupes histoire. Ça, c'est en lecture, par exemple. Et en fonction du niveau du groupe, les apprentissages sont adaptés ou les matériels sont adaptés, et l'enseignant, il va suivre l'évolution de l'enfant. À chaque fois qu'un enfant progresse de son niveau, l'enseignant est appelé à faire son évaluation et à le progresser au niveau du groupe supérieur. Et donc, il y a des activités qui se font pour toute la classe, il y a des activités qui se font dans les sous-groupes et il y a des activités qui se font individuellement. Et pour terminer, comme je l'ai dit, la progression doit se faire continuellement, et ça en fonction de l'évolution du niveau de chaque enfant. Et bon, il y a des outils qu'on utilise pour faire cette évaluation. Au besoin, on pourra les partager. Et maintenant, TAL Africa, c'est la structure qui met en œuvre l'approche TAL en Afrique. Voilà juste la différence. J'ai juste une question pour préciser pour tout le monde, parce que moi, les élèves sont installés en groupe de niveau, mais c'est dans la classe ou c'est chaque enseignant a un groupe par rapport à son niveau? Que pour le coup, c'est un sujet éminemment politique chez nous aujourd'hui, les groupes de niveau. Donc, c'était pour faire le lien un peu avec ça. Alors, au niveau de la Côte d'Ivoire, la bonne nouvelle, c'est que depuis la construction du programme, le gouvernement avait accepté à ce que ces heures où le TARL va être mis en œuvre soient intégrées dans l'emploi du temps officiel. Ouais. Donc, dans l'emploi du temps officiel, il y a les heures de rémédiation. Donc, quand on prend la 3e année jusqu'en 6e année, c'est 4 classes. Et pendant 45 minutes avant la récréation et 45 minutes après la récréation, c'est à ces moments où les activités TARL se font. Donc, les 45 minutes avant la récréation, ces 4 classes concernées par le programme PEC, les enfants sortent des classes. Souvent, ils peuvent se retrouver sous un arbre, souvent, ils peuvent aussi faire les activités dans les salles de classe, mais on encourage vraiment qu'on puisse créer des espaces pour faciliter la mobilité. Donc, un enfant peut être en classe de 6e, mais pendant la période PEC, si son niveau réel, c'est au niveau mot paragraphe, il rejoint le groupe mot paragraphe dans lequel on peut y avoir des enfants qui sont en 3e ou en 4e ou en 5e. Donc, voilà un peu comment c'est organisé. Ce serait intéressant, oui, si vous avez des données à nous partager, si vous pouvez les mettre dans le fil ou nous les envoyer, on pourra les envoyer à nous par mail. D'accord. Ça va, Clochon. Alors, les données, je pense que j'ai partagé les données avec Ciara, et c'est aussi dans une présentation qu'on peut partager avec l'ensemble des ce serait très bien, oui, comme ça nous permettrait…
Est-ce que Monsieur Guy peut prendre la suite? Il y a quelqu'un qui a oublié d'enlever son micro. Je vois des initiales SB, si vous pouviez. Vous avez l'air d'être au téléphone. Merci. Alors, est-ce que Monsieur Guy, vous pouvez prendre la relève? Présenter pour le coup, je suis désolée, assez rapidement comment ça se passe au Sénégal? Oui, merci beaucoup, chers tous et chères toutes. Je suis avec un autre inspecteur également, c'est l'inspecteur Abdoulaye Diop de la direction de l'enseignement élémentaire. Lui aussi, il a beaucoup travaillé sur l'approche au niveau pays Sénégal. Nous avons participé à Tarl parce que nous avons participé à ce qu'on appelle l'Académie FLN2 qui a été organisée au mois de février 2021. Et nous avons quand même eu à suivre beaucoup de sessions donc, liées surtout à cette approche-là. C'est pourquoi quand on a été convaincus, nous avons aussi échangé avec les autorités sénégalaises et scolaires, bien entendu, qui ont été convaincus et qui ont véritablement voulu l'expérimenter pour atteindre les objectifs de qualité que se fixe surtout la direction de l'enseignement élémentaire, qui est une direction pédagogique au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Je ne vais pas revenir sur l'historique comme mon ami Amos, parce que pratiquement je confirme tout ce qu'il a dit par rapport aux résultats probants développés par l'ONG Pratham, donc en Inde, et qui a bien entendu pu se disséminer plus tard vers le monde et en Afrique précisément, dans la zone où nous sommes, en Afrique occidentale. La Côte d'Ivoire est un peu en avance sur nous quand même dans cette approche, mais nous l'avons expérimenté l'année dernière avec 56 écoles, parce que puisque c'est une approche nouvelle, donc plus ou moins populaire, qui se fait en classe et en dehors de la classe, parce que aussi le lieu est important pour nous. C'est selon tout simplement l'aise, en tout cas l'enfant à qui est destiné donc cet enseignement. S'il est à l'aise dans l'enceinte de la classe, l'enseignant ou facilitateur va le faire dans la classe. S'il est plus à l'aise à l'extérieur de la classe également, donc l'enseignant peut organiser donc les interventions à ce niveau-là. Mais je pourrais quand même rappeler, nous, au niveau du Sénégal, nous avons d'abord sensibilisé tout ce qui est structure du ministère de l'Éducation nationale, à savoir les directions sœurs qui travaillent dans le domaine de la formation et dans le domaine du manuel. Je pense à la direction de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale, et à l'INEAD, l'Institut national d'études et d'action pour le développement de l'éducation, qui s'intéresse beaucoup plus donc, à tout ce qui est intrant pédagogique, surtout pour ce qui est des manuels scolaires. Donc, nous avons aussi convié à cette rencontre les services déconcentrés des IA, les IF. Les IA, ce sont les inspections d'académie, et les IF, ce sont les inspections de l'éducation et de la formation. Pour cette phase expérimentale également, nous avons tenu un atelier où l'approche TARL a été vulgarisée pour que véritablement les acteurs du niveau déconcentré puissent donc se l'approprier et faire un bon portage donc, de cette approche-là. Nous sommes limités à 8 académies parce que le partenaire qui nous accompagnait, c'était l'UNICEF, et l'UNICEF avec une zone d'intervention. Donc, c'est pourquoi cette approche-là a été expérimentée dans cette zone d'intervention. Au-delà de la sensibilisation des autorités académiques, des 8 IA qui ont été ciblés, nous avons également partagé l'approche avec les 28 IF de ces 8 IA, donc pour que des points focaux soient formés, afin que ces points focaux-là puissent dupliquer la formation auprès des
des enseignants qui sont chargés de prendre en charge les enfants. Donc, c'est ainsi qu'effectivement, nous avons même pensé à un moment donné à introduire l'expérimentation dans les camps de vacances, mais cela n'a pas rencontré l'adhésion totale des autorités compte tenu des sécurités, des aspects sécuritaires et autres. C'est pourquoi nous l'avons suspendu. Mais n'empêche, il y a une IF, qu'on appelle l'IF de Malem Hodar, qui a expérimenté pendant ces camps de vacances-là en développant les outils que nous avons mis en place. Si je fais le lien entre vos deux interventions, je note que la formation est un élément quand même fondamental de la mise en place de cette méthode. Tout à fait, parce que c'est une pédagogie différenciée, certes, nous on a l'habitude de le faire. À chaque fois qu'on fait une évaluation, il y a des remédiations qui sont organisées. Et tout le monde sait que la remédiation applique donc la pédagogie différenciée. Mais cette fois-ci, ce n'est plus dans la classe que la chose va se passer. L'intervention va concerner le groupe de niveau de l'élève. Amos l'a dit tout à l'heure, on va partir du niveau de l'élève. Et pour ce faire, les outils qui ont été développés par l'Académie FLN2, ces outils-là ont été adaptés. Parce que aussi, il faut le dire, la flexibilité donc, de Pratham a poussé les autorités sénégalaises effectivement à épouser cette méthode. Parce qu'aussi, il fallait l'adapter au pays. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons adapté les outils en fonction des objectifs que nous avons, mais en fonction également de notre programme. Parce que dans notre programme également, il y a des composantes en lecture, mais il y a des activités aussi en mathématiques. Et ce sont ces composantes en lecture qui nous ont guidés. Donc, c'est dire que la formation était importante. Maintenant, nous avons demandé aux IF de nous choisir des écoles et de cibler les classes de CP, de C1 et de C2, c'est-à-dire la deuxième année, la troisième année et la quatrième année. Et pourquoi pas la première année? Certainement, la question risque de nous rattraper. Parce que tout simplement, aussi déjà, l'élève ne bénéficie pas, comme on le fait au CP et au C1, d'une évaluation en diagnostic pour déterminer son niveau. Parce que lui, c'est un grand débutant. Donc, il n'a pas besoin tout de suite et maintenant de remédiation parce qu'il doit recevoir un certain nombre d'interventions avant qu'on puisse l'évaluer. Et nous avons également retenu 3 jours d'intervention, le lundi, le mercredi et le vendredi, en dehors des heures officielles, pour permettre l'augmentation du temps de travail, qui est aussi un intrant déterminant dans la construction de la qualité. Et nous avons consacré juste 2 heures de temps, parce que aussi, il faut tenir compte de la motivation donc, des enfants, de l'attention des enfants pendant ces moments-là. Donc, voilà, voilà un tout petit peu pour renforcer ce que l'autre a dit, Amos. Nous avons élaboré des outils et nous les avons administrés aux élèves en se basant sur les premiers résultats des évaluations du premier trimestre. Parce qu'aussi au Sénégal, on ouvre les écoles en octobre et en décembre, on évalue les élèves. Donc, après ces évaluations, nous avons ciblé les disciplines fondamentales, la lecture et les mathématiques. Quels sont les élèves qui sont en deçà des performances requises? Et ce sont à ces élèves-là que nous allons administrer donc, les outils débutants, lettres, syllabes, mots, phrases, textes et compréhension. Et nous avons comme résultat, au niveau du pré-test, au niveau débutant, nous avons 20% des élèves échantillonnés sur 3135 élèves, dont 1576 filles. Donc, 20% étaient au niveau débutant. Mais au post-test, après 4 mois d'intervention, au niveau débutant, il n'en restait que 4%. D'accord, c'est-à-dire que vous avez la méthode fonctionne. Effectivement.
D'accord. Effectivement. Est-ce qu'on peut donner un peu la parole à Fatih Baïdi Touré, justement, sur ces résultats d'évaluation? Voilà. Sur les effets, comme ça permet que tout le monde parle un peu. C'est ça. Fatih, vous pourriez faire une sorte de résumé finalement des effets de cette méthode qui a l'air de fonctionner. S'il y a 16% d'élèves en moins en difficulté après seulement 4 mois, c'est que ça fonctionne. Oui, ça fonctionne et les résultats témoignent effectivement ce beau fonctionnement de l'approche au niveau des écoles expérimentées au Sénégal. Et comme vient de dire l'inspecteur Aïssamba, au pré-test, effectivement, 3135 élèves ont subi les pré-tests, dont 1576 filles. Et au niveau des débutants, effectivement, on a 20%. Au niveau des syllabes, 16%. Au niveau des phrases, 10%. Ça, c'est les résultats au niveau des pré-tests. Et au niveau des pré-tests aussi en mathématiques, parce qu'il faut le dire, hein, comme il a dit à l'Aïssamba, ils ont été pré-testés en lecture, effectivement, mais aussi en mathématiques. Et en mathématiques, 2943 élèves, dont 1536 filles, ont été échantillonnés. Et au niveau des débutants, nous avons 5% d'élèves, dont soit 147 parmi les 2943 qui ont eu des difficultés au niveau des débutants. Au niveau de l'addition, sont à 19%, et au niveau de la soustraction, 16%. Mais seulement aussi au niveau de la résolution de problèmes, oui. Oui, non, continuez, pardon. D'accord, merci, je pensais que vous parliez à moi. Au niveau de la résolution de problèmes, ils sont à 13%. Et après l'intervention qui a duré que 4 mois, effectivement, les enfants ont été évalués encore. Ce sont les post-tests. Et les résultats des post-tests en lecture ont montré effectivement le comportement de ces enfants par rapport à l'intervention. Le niveau a amélioré aussi bien en lecture qu'en mathématiques. Et en lecture, aux débutants, bon, il n'y avait pas de pourcentage. Ce qui était là où on avait au niveau des pré-tests syllabes 16%, aux débutants, nous sommes à 15% d'élèves qui ont réussi. Au niveau des phrases, ils sont 15% aussi qui ont eu des progrès par rapport au post-test. En mathématiques aussi, au niveau des débutants, bon, il n'y a pas de débutants, effectivement, parce qu'au départ, ils ont été positionnés, mais à l'issue de l'intervention, quand même, il n'y a pas eu de débutants. Et au niveau de la résolution de problèmes, on a senti que 37% des élèves commencent à juste traîner les pieds par rapport à la résolution de problèmes. Et voilà en gros hein, le résumé des tests qui ont été administrés. Et est-ce qu'il y a eu d'autres tests après pour voir si finalement cette augmentation de la performance s'est stabilisée dans le temps? C'est-à-dire que quand il y a de nouveaux apprentissages qui viennent se rajouter, est-ce que les élèves gardent cette maîtrise finalement des savoirs ou vous n'avez pas fait d'évaluation? En fait, c'est quand nous avons échangé avec leurs enseignants. Nous avons compris effectivement qu'à l'issue des évaluations au niveau des classes, ils ont senti qu'il y a eu des progrès par rapport avant l'intervention. Parce qu'avant l'intervention, peut-être le niveau n'était pas tellement élevé, mais après l'intervention, quand ils ont remis au niveau de la classe, nous avons vu effectivement qu'il y a eu des progrès par rapport à la lecture et les mathématiques. Et c'est pareil en Côte d'Ivoire, Amos? Il n'y a pas le micro, Amos. Je vois que je ne suis pas la seule à oublier à chaque fois. Désolé, je l'avais coupé. Non, pas grave. Non, l'augmentation des résultats a été observée de façon constante hein, depuis 2018 jusqu'en 2023. Et ça, comme je l'ai dit, il y a les 3 niveaux d'évaluation. Le test ASER de début, le test ASER de milieu, le test ASER de fin. Donc, quand on regarde les résultats, le niveau des enfants au test ASER de début, au milieu, on voit une bande ascendante en termes de gains. Nous, on parle plutôt en termes de points de pourcentage acquis ou en termes de réduction de taux d'enfants qui ne sont plus à mesure
de faire les lectures de base ou les mathématiques ou les opérations. Donc, oui, juste pour confirmer qu'il y a une augmentation continue et constante dans les résultats quand nous appliquons cette approche-là avec des outils de façon cohérente, avec beaucoup de qualité. D'accord, merci. Alors, François Boucher, donc maître de conférence au laboratoire informatique de Paris 6 à la Sorbonne. Vous allez faire le lien avec la différenciation pédagogique qui existe dans le clustering de MIA, en l'occurrence. Oui, le clustering de MIA ou le clustering est présent dans AdaptiveMath. Alors, je suis désolée, je vous entends mal. Est-ce que je suis la seule à vous entendre de façon hachée? Vous l'entendez bien Non, effectivement, il y a un peu petit... haché. Ouais. Ah, désolé, j'ai pas d'eau. Non, c'est pas ça. Non, je suis désolée. Hein. Alors, je suis désolé. Ça arrive tout le temps. Hein. Est-ce qu'en attendant, peut-être que vous essayez de régler le souci, est-ce qu'on a des questions de nos... Oui, moi, je voudrais faire une toute petite précision. Oui, allez-y, je vous en prie. Par rapport aux résultats obtenus. C'est Monsieur Gaille. Hein? Oui, c'est Gaille. Ouais. Quand on dit que l'élève était débutant, au niveau débutant du moins, c'est que l'élève ne parvient pas à lire les lettres. Si l'on donne, par exemple, 10 lettres à lire, il ne peut pas lire les 5 lettres. Donc, on le considère comme un débutant. Et cet élève-là doit bénéficier d'une intervention. C'est ce que nous faisons, nous. Donc, quand on a positionné les élèves et que les résultats nous donnent 20%, au post-test, on se retrouve à 4%. Donc, vous voyez, le nombre d'élèves, le pourcentage diminue. Cela veut dire que les 16% vont migrer vers le niveau lettres, ou bien le niveau syllabes, ou bien le niveau mots. C'est pourquoi moi, je dis que voilà, le temps que François... donc, oui, c'est facilement quantifiable, en fait. C'est ça que vous voulez dire. C'est flagrant. François, vous êtes avec nous? Alors, ouais, je suis là. J'essaie de changer de connexion, c'est mieux. Le micro. Si on est... Peut-être qu'il faut enlever la vidéo, des fois ça aide. Je suis désolée. Hein. Ouais, je ne veux pas vous voir. Je vais retirer la vidéo. Désolée. Oui, c'est l'essentiel. Voilà. Donc oui, j'avais commencé à dire qu'effectivement, le lien, c'est mieux comme ça. Donc, le lien était assez fort avec, même si c'était un lien finalement qui n'était pas voulu, hein, parce que le clustering a été développé pour les produits évidence-B, que ce soit mais j'ai envie de dire presque encore plus sur AdaptiveMath, parce que les niveaux de la méthode TRL ici, c'est vraiment sur des compétences d'apprentissage. Je suis désolée, on vous entend trop mal, François. Non, toujours pas. Non, en fait, ça s'est remis à... Ça s'est remis. Alors, je peux juste essayer de voir si on bascule sur téléphone. Ouais, je suis désolée. Hein. Est-ce qu'en attendant de certains participants, parce que vous pouvez vraiment mettre vos questions dans le chat, si vous avez des questions, vous pouvez commencer à les préparer pour qu'on se garde 10 petites minutes à la fin pour échanger. Hein. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ah, génial. Bon, on est passé sur téléphone. Tout va bien. Super. Donc, excusez-moi, je ne sais pas du coup quelle partie vous avez entendue, donc désolé si je fais une petite redite. Que vous faisiez le lien avec le clustering dans AdaptiveMath en l'occurrence. Exactement, qui vise aussi, donc je dis AdaptiveMath presque plus que MIA seconde, même si finalement c'est la même technologie derrière. Simplement parce que le niveau visé se rapproche plus, j'ai l'impression, de la méthode ici, qui vise donc des élèves niveau CP, CE1, CE2, donc sur des compétences fondamentales d'apprentissage de la lecture et de la numératie.
Et donc, le lien, il est dans cette idée de la pédagogie différenciée, donc une idée qui n'est pas spécialement nouvelle, mais en tant qu'enseignant-chercheur, je sais aussi combien elle est difficile à mettre en place en pratique et ne peut pas se faire de toute façon, sans la formation des enseignants, comme ça a été dit là. Et donc, même dans le cadre du clustering, on voit que c'est un outil qui est intéressant au sens, alors juste pour resituer un petit peu ce qu'est le clustering dans ces outils, l'idée, c'est que dans MIA seconde ou dans Adaptive Math, les élèves font des exercices qui sont adaptés à leur niveau, donc qui est géré par un autre algorithme d'intelligence artificielle, ZPDES. Et le problème pour l'enseignant, c'est comment suivre des élèves à des niveaux différents. Et donc, c'est aussi le problème finalement qu'ont nos collègues au Sénégal et au Côte d'Ivoire. Et quand la méthode a été développée en Inde, c'était aussi notamment un problème de sureffectif des classes. C'est que plus on a d'élèves, plus c'est difficile de faire de la pédagogie différenciée. Et donc là, dans ces systèmes où chaque élève fait un parcours un peu individuel, ça devient très compliqué pour l'enseignant de suivre tout le monde. Et donc l'idée du clustering qui rejoint finalement la méthode ici, c'est vraiment de dire qu'on essaie de faire des groupes pour guider l'enseignant, de dire voilà, il y a 3 grands groupes dans la classe, il y a des élèves qui sont en train de travailler sur telle notion et qui ont acquise telle autre. Et l'idée derrière, c'est que l'enseignant, alors bon, c'est d'une part qu'il voit ce qui se passe dans sa classe, certes, mais c'est aussi qu'il s'en empare pour faire des remédiations par groupe. Et donc finalement, j'ai l'impression que c'est très complémentaire, que là où la méthode ici a pour rôle de faire des vérifications régulières des niveaux de l'élève pour adapter, c'est vraiment ça qu'on essaye de faire avec le clustering. Finalement, le tableau de bord, le clustering, c'est là pour que l'enseignant puisse faire ses interventions qui autrement sont compliquées. Et donc, c'est pas juste de faire du suivi et de voir que tout le monde progresse, c'est vraiment de pouvoir cibler des groupes de niveau par la suite. Donc, en ça, je pense qu'il y a vraiment une approche, une philosophie, on va dire, qui est très similaire. Ton micro est coupé, Lilia. Ah, voilà, comme quoi je vous avais dit, moi, vous n'êtes pas le seul. Je vois qu'il y a Martine qui a posé une question. Je vais la lire, je m'en occupe, Chiara, puisqu'il n'y en a qu'une. Si j'ai bien compris, les élèves sortent du cours tandis que les autres continuent. Comment gérez-vous cette absence et la partie que l'élève a manqué? Je pense que ça s'adresse aux collègues du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Parce que moi aussi, je voulais creuser cette partie, donc ça m'aide, Martine. Alors, peut-être que je vais donner les éléments de réponse. Le PEC ou le TAL en Côte d'Ivoire concerne les élèves des classes de CE1 au CM2, c'est-à-dire les 4 dernières classes du primaire. Et quand nous travaillons dans une école, on travaille avec l'ensemble des 4 classes. C'est-à-dire que l'évaluation est faite systématiquement sur tous les enfants du CE1 au CM2. Et après, le regroupement concerne l'ensemble des enfants qui sont dans ces 4 classes. Donc, il n'y a pas un enfant qui va être laissé pour compte pendant la période de mise en œuvre du TAR, en fait. Parce que l'enfant du CM2, il peut se retrouver dans un groupe de niveau, tout comme l'enfant du CM1, l'enfant du CE1, l'enfant du CE2. Donc, voilà un peu comment c'est réparti. Moi, ça m'aide parce que ça me permet de rebondir. Alors, comme je vous le disais, vous n'êtes peut-être pas au courant, je ne sais pas trop si vous suivez l'actualité française. Il y a tout un débat au sujet du choc des savoirs annoncé par l'ancien ministre de l'Éducation nationale, qui est aujourd'hui Premier ministre. Et dans ce choc des savoirs, il y a la mise en place de groupes de niveau qui est combattu par toute la recherche, je crois, toute la recherche en éducation, et qui est combattu par les enseignants, une majorité des enseignants, par leurs syndicats, etc. Donc, la problématique qu'on rencontre en France, et si les spécialistes de la question s'y opposent, c'est que faire des groupes homogènes sur toute l'année, finalement, parce que là, je n'ai pas tout compris, si c'est des points ponctuels dans l'année, est-ce que ça ne stigmatise pas une partie des élèves? Est-ce que finalement, puisque la recherche montre que les groupes hétérogènes permettent
la réussite de tous les élèves, c'est-à-dire que c'est une émulation collective, est-ce qu'il n'y a pas finalement ce qu'apporte votre méthode, qui a l'air hyper intéressante, et pour le coup, moi, je vais creuser parce que je ne connaissais pas, qui a l'air hyper intéressante, est-ce que les résultats ne sont pas atténués par le fait qu'il n'y ait plus d'hétérogénéité dans les groupes? Voilà. Je ne sais pas si vous avez tout suivi. Ouais. Ah, Oui. alors, peut-être que le Sénégal peut répondre. OK. Et Benjamin Clément, pardon, non, les groupes de niveau en France, ils sont, ce que j'ai compris, en France, ça va être, puisque je reprends parce qu'il y a un commentaire juste après, les groupes de niveau seraient, puisque c'est en barrette, ce serait toutes les 4 ou 2, 3, 4 classes de 6e, les groupes seraient mélangés, etc. C'est ce que j'ai compris de la réforme. Bon, allez-y, pardon, excusez-moi. Voilà, moi je disais que la classe disparaît, la notion de classe va disparaître, mais c'est plutôt la notion de niveau qu'on va promouvoir. Cela veut dire quoi? Je suis au CP, nous avons évalué les élèves, on se rend compte que certains d'entre eux ont des difficultés en littératie et en numératie, c'est-à-dire les b.a.-ba, donc qui sont escomptés en lecture et en mathématiques, l'élève ne parvient pas effectivement à les surmonter. Ce sont ces élèves-là qui vont bénéficier de l'intervention. Et une fois effectivement qu'ils migrent d'un niveau à un autre, effectivement, ils vont rejoindre le niveau de la classe. C'est véritablement le IC au niveau du programme de sa classe. Et quand il est au bas niveau, il faut lui tendre la perche et faire une intervention avec des outils appropriés et adaptés à son niveau lui-même afin de le hisser. Donc, c'est ça l'objectif. Mais il n'est pas dit que l'élève est exclu de la classe ou bien il est stigmatisé, cette discrimination-là, on l'évite dans tous les cas. Et on lui dit tout simplement, on va vous aider à avoir le niveau de votre classe. Et une fois qu'il a ce niveau, il sort maintenant des groupes. Parce que s'il accède au niveau de la compréhension, aujourd'hui, en lecture par exemple, donc il peut réintégrer le niveau de la classe sans difficulté. Cela ne veut pas dire effectivement que l'élève va quitter la classe. Je donne l'exemple du CP, du C1, si vous m'entendez bien. L'élève au C1 commence à apprendre les leçons seul, donc à lire sans l'aide de personne. Donc, à partir de ce moment, s'il ne parvient pas à lire un texte et à le comprendre, il faut faire de sorte que, dans une intervention, que cet élève-là puisse maintenant lire de façon autonome et comprendre un texte de façon autonome afin maintenant de pouvoir être au niveau de la classe. Voilà un exemple donc, que je donne en lecture. Je pouvais quand même donner le même exemple également en mathématiques. Finalement, c'est sur des temps précis. C'est bien ça. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Peut-être que je vais rajouter, je pense qu'il y a un besoin de communication et d'explication à faire. Les enfants ne sont pas maintenus dans le même groupe de niveau ou groupe de besoins pendant toute l'année. D'accord. Après l'évaluation, ils sont dans un groupe. Et justement, il y a des outils et des techniques qui sont mises à disposition des enfants. L'objectif, c'est de les faire progresser de ce niveau-là vers le niveau supérieur. Donc, un enfant, pendant 2 semaines, il peut quitter un niveau mot, paragraphe vers un niveau histoire, s'il progresse. Et c'est pour ça qu'on demande à ce que les enseignants puissent faire l'évaluation continue et faire les progressions continues. Donc, un enfant sur une période entre le test ASER de début, le test ASER de milieu, il peut commencer au groupe mot, paragraphe et terminer rapidement au groupe histoire, qui est le groupe de niveau le plus élevé. Première des choses. L'autre chose qu'il faut aussi mettre, je pense que c'est l'effet contraire, souvent que les gens ne voient pas, ou peut-être qu'on interprète autrement, l'émulation que ça peut faire. L'émulation aussi a une valeur pédagogique. Un enfant qui, bien entendu, s'il y a la bonne communication derrière, un enfant qui est au CM2, mais pour certaines raisons, son niveau est le niveau mot-paragraphe.
ben, s'il se retrouve avec son petit frère, malheureusement, ça peut arriver, qui est peut-être au CE1, mais qui est au même niveau, ça peut créer une sorte d'émulation pour cet enfant de vouloir rapidement travailler et quitter. Ça, c'est des facteurs qu'on peut ne pas voir souvent, mais qui sont des facteurs quand même qui sont importants en termes de développement et d'acquisition des compétences. Voilà, donc ce sont ces deux petits éléments que je voulais ajouter. Mais sur les compétences psychosociales, on a des élèves qui malheureusement ont du mal à passer d'un niveau à un autre. Et c'est quid de ces élèves-là? Est-ce que ceux qui n'arrivent pas finalement, qui même s'ils progressent à leur niveau, restent dans le groupe des faibles, ne vivent pas mal la chose? Est-ce que c'est des choses que vous avez quantifiées en fait? Parce que nous, ça nous apprend beaucoup et ça nous permet peut-être d'anticiper ce qui va se produire l'année prochaine. D'où toutes mes questions. Non, non, ça peut arriver, par exemple, que jusqu'à la fin de l'année, certains enfants peuvent toujours se retrouver au niveau débutant lettres ou mots paragraphes. Mais ça le pourcentage est très bas. Vous allez trouver que c'est 5% ou c'est 2% quand on fait une analyse globale des enfants qui ont commencé au niveau débutant lettres ou mots paragraphes. Mais ça peut arriver. Et ce que nous faisons, et comme je le disais, il y a beaucoup de communication derrière. Ça, on fait appel à toutes les compétences de communication de l'enseignant, à toutes les compétences de communication du directeur d'école qui est le premier mentor. On demande à ce que les conseillers pédagogiques qui ont la responsabilité de voyager, d'aller dans ces écoles pour apporter le mentorat et le suivi pédagogique, d'essayer pendant leur mission d'identifier ces cas et de faire des actions spécifiques appropriées. Donc, quand on se rend compte, on essaie de cibler le mentorat pour permettre effectivement et l'enseignant et le directeur d'école et les conseils pédagogiques de prendre ces cas comme des cas particuliers pour pouvoir aider ces enfants à avancer. C'est des cas qui arrivent, mais le pourcentage est très bas. D'accord. D'ailleurs, il y a un Gisténuite qui dit, à juste titre, concernant l'hétérogénéité au sein des classes, au sein des groupes de besoins, n'y aurait-il pas également une hétérogénéité du niveau des élèves, moins forte certes, mais toujours présente et donc profitable à tous? Parce que, à juste titre, tous les élèves, même quand ils sont dans un groupe plus ou moins identifié en termes de lacunes, n'ont pas les mêmes niveaux. Ensuite, une question pertinente de Xavier Savy. Comment concilier cette méthode aux résultats intéressants avec la majorité de la recherche qui indique que les groupes de besoins ne marchent pas vraiment en fait? Qu'est-ce qui différencie finalement cette méthode des groupes de besoins ou de niveaux qu'on connaît plus généralement? Bon, en tout cas, au Sénégal, allez-y. Allez-y, monsieur. En tout cas, au Sénégal, dans le dispositif d'enseignement-apprentissage, on s'est organisé de sorte qu'après chaque évaluation, il y a une remédiation, soit qui est systématique, soit qui est ciblée. L'enseignant, effectivement, quotidiennement, évalue ses élèves et va choisir donc une remédiation appropriée. Ça, c'est au niveau de la classe. Maintenant, au niveau de Tarl, ce qu'on fait, c'est que j'ai dit que la barrière des classes est brisée. L'élève de CP qui a des difficultés en lecture de mots peut se retrouver avec un élève de CP, de CE2 du moins, qui a les mêmes difficultés, c'est-à-dire le même niveau donc, de difficultés. Et ils sont regroupés dans un après-midi en dehors des heures de classe pour remédier afin que l'élève-là puisse retourner donc, au niveau de la classe. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Oui, donc finalement, et puis je voulais vous poser cette question aussi. Finalement, est-ce que le fait que ce soit sur des compétences, j'imagine qu'un élève qui a un problème, qui a le groupe débutant mots, par exemple, s'il n'est pas très bon donc, sur les lettres, etc., il est peut-être bon en numératie, et pour le coup, il y a un groupe, il y a des compétences où il est valorisé finalement. C'est ça l'idée, si j'ai bien compris. Oui. C'est bien ça. L'élève peut avoir des difficultés en lecture et ne pas avoir de difficultés en mathématiques, et vice-versa. Alors, je vérifie les questions. Hop, hop, hop. Alors,
Concernant alors ce serait plutôt à François, concernant les algorithmes de clustering, à quelle fréquence ils sont refaits ces clusters? Alors, oui, concernant le clustering, en fait, ils sont refaits à chaque fois que l'enseignant consulte son tableau de bord. Donc, s'il consulte tous les jours et que ses élèves travaillent dessus tous les jours, il peut potentiellement voir des changements au fur et à mesure. Et je pense que c'est même l'idée derrière. Alors après, les usages, on ne peut pas contrôler, on peut donner des prescriptions de ce qui est bon à faire. Et clairement, le clustering a vocation à être fait régulièrement. C'est pas je regarde une fois par trimestre la classe, autrement ça a peu d'intérêt. C'est de regarder régulièrement et de s'appuyer finalement sur ça pour faire des remédiations. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question un petit peu plus loin que vous avez peut-être traitée, mais j'anticipe un peu sur le fait de sortir ou pas les élèves de la classe. Après, s'il y a un côté, enfin, les enseignants connaissent leurs élèves aussi, et donc s'il y a un côté problématique à les sortir, ça peut aussi être aller les voir pendant ces séances-là pour discuter avec eux et réexpliquer au cas par cas. Et clairement, l'objectif du clustering, de toute façon, en tout cas dans Adaptive Math et MIA, les clusters ne sont pas visibles par les élèves, c'est les enseignants qui ont la vision, et c'est vraiment plus pour les dans les réponses les points qu'ils peuvent donner aux élèves. Un autre aspect aussi qui est important, c'est que dans le cas des clusters, il y a à la fois le côté statique et le côté dynamique, parce que finalement, quand deux élèves peuvent être au même niveau à un instant T, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont pareils, parce qu'il va y en avoir un qui stagne à ce niveau-là depuis 3 séances, alors que l'autre vient tout juste d'y arriver. Et donc, dans le cas des clusters, par exemple, c'est important de prendre en compte cet aspect dynamique de quelqu'un qui est en train de patiner sur des exercices versus quelqu'un qui vient juste de commencer ces exercices-là. Et l'enseignant, s'il passe juste derrière ses élèves pendant qu'il travaille dessus, ne peut pas forcément s'en rendre compte. Donc, c'est là l'intérêt des tableaux. Mais d'ailleurs, Martine, qui répond aussi à cette question, a un commentaire très pertinent. Ce n'est pas la même chose d'organiser l'intégralité de l'enseignement français ou mathématiques de la 6e en groupe de niveau et de cibler des élèves pour leur apporter de l'aide je vais y arriver, ponctuelle suivant leurs besoins. Vous avez tout à fait raison, Martine. Mais finalement, moi, je suis vraiment preneuse, alors pour le café pédagogique, bien entendu, et pour faire état de cette recherche-là, votre recherche, je suis vraiment preneuse de vos différents résultats pour pouvoir la communiquer à l'ensemble de nos lecteurs et de nos lectrices. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Chiara, vous nous mettrez en contact. Oui, absolument. Ouais, parce que je pense que ça fait écho à une actualité très forte en France et à peut-être que des enseignants qui vont se retrouver obligés de mettre en place un dispositif auquel ils n'adhèrent pas forcément, peut-être qu'ils vont pouvoir se saisir de cette démarche pour pouvoir accompagner au mieux leurs élèves dans ce cas de figure. Il y a un dernier, on ferme dans 2 minutes. Il y a un dernier commentaire de Xavier Savy. Les 2 intervenants insistent beaucoup sur le suivi individuel des élèves, mais l'essentiel de la réussite de cette méthode ne serait-il pas au niveau de l'évaluation? Identifier clairement les compétences, les rendre explicites au niveau des élèves eux-mêmes. C'est pas faux. Est-ce que quelqu'un peut en 1 minute faire une petite réponse? Oui, je suis en phase avec elle. Hein. Ouais. Tout dépend de l'évaluation. Donc, si évaluer, c'est extraire la valeur et voilà, identifier l'erreur commise par l'élève, la source de l'erreur, donc, et la catégorisation de l'erreur, cela permettrait à l'enseignant facilement d'apporter la remédiation qui s'y est. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup à tous les intervenants. Vraiment, c'était très riche. Moi, j'ai personnellement appris beaucoup de choses. Je crois que je ne suis pas la seule. Et on en parle très vite dans le café pédagogique. Et vraiment, je suis preneuse de tous vos résultats, de cette méthode pour pouvoir éclairer nos lecteurs et nos lectrices. J'espère que vous faites d'ailleurs partie de nos lecteurs et nos lectrices. On a beaucoup de lecteurs au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Donc, j'espère. Tout à fait. J'en fais partie. Tout à fait. Ablaye en fait partie. Oui, de café pédagogique. Depuis plusieurs. Merci beaucoup. On va s'inscrire. D'accord. Bah, écoutez, merci à vous. Très bonne soirée. Le compte-rendu Merci de nous avoir offert cette opportunité. Merci à vous, vraiment, de votre disponibilité. Plaisir. Et merci à tous les participants et les participants. Ma langue fourche aujourd'hui. Bonne soirée.
Au revoir. À Merci, bientôt. merci. Au revoir. Au revoir. C'est plus facile,